Partie de la surface du cerveau, quelques millimètres carrés. Cette méthode de stimulation magnétique est actuellement utilisée dans un essai clinique chez l'homme, qui vise à soigner des patients schizophrènes atteints d'hallucinations. Mais les applications de l'IRM ne s'arrêtent pas là. D'autres pathologies restent à étudier, et dans le futur, l'IRM pourrait également devenir un outil de diagnostic majeur pour détecter certaines maladies mentales. D'abord, on va essayer de mieux comprendre les déviations de la maturation du cerveau au cours de certaines maladies mentales. Et pour ça, on voudrait les étudier au cours de l'adolescence, puisque au cours de l'adolescence apparaissent la plupart des grandes maladies mentales et qu'on ignore les changements de morphologie du cerveau à cet âge. Deuxième voie de recherche concerne le traitement de l'image lui-même. Et on essaye de développer des procédures de traitement statistique permettant de reconnaître si un sujet appartient ou pas à une population donnée. Ainsi, on pourrait espérer avoir des apports diagnostiques de l'imagerie, même dans le cadre de maladies mentales, ce qui paraissait impensable il y a quelques années. Il existe une maladie cérébrale qui reste encore très mystérieuse, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, causée par le prion. Cette maladie est l'équivalent chez l'homme de la maladie de la vache folle. Le prion est une protéine qui fait partie de notre organisme, mais dont on ne connaît pas le rôle. Cette protéine peut parfois subir une modification de sa forme et devenir anormale. Ces prions anormaux s'agrègent alors entre eux pour former des plaques dites amyloïdes qui endommagent peu à peu le cerveau. À Montpellier, les chercheurs de l'unité INSERM U710 ont développé une approche physique originale pour comprendre le passage de la forme normale à la forme dite pathogène, c'est-à-dire celle qui provoque la maladie. Ils soumettent pour cela le prion à de hautes pressions, jusqu'à plus de 7000 atmosphères. Et ce traitement spécial provoque un changement de structure chez le prion qui se transforme peu à peu pour se rapprocher de la forme malade. Les scientifiques déterminent alors la structure des différentes formes obtenues, puis testent chez l'animal leur capacité à déclencher une maladie. Ce n'est pas suffisant de avoir des signaux spectroscopiques ou fluorescence ou microscopie électronique, ce n'est pas suffisant. Il faut ensuite passer à la biologie, c'est-à-dire prendre la protéine prion qu'on a préparée par la haute pression ou par la basse température ou la haute pression, et l'injecter dans un animal pour voir si cet animal développe finalement la maladie ou non. L'intérêt de cette étude ne réside pas seulement dans la compréhension de la transformation du prion. En effet, les prions obtenus au laboratoire pourraient servir à mettre au point des outils de diagnostic précoce de la maladie et peut-être même à développer des molécules qui pourraient soigner cette affection. Il y a beaucoup d'applications, évidemment, des applications potentielles qui s'ouvrent par cette manipulation, par cette expérimentation. Comme vous savez, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on obtient des formes, des structures intermédiaires entre la forme normale et la forme qui est probablement pathogène. On peut ensuite utiliser cette forme intermédiaire, cet état intermédiaire, comme point de départ pour faire ensuite une recherche de composés chimiques qui sont susceptibles de se lier, de se fixer sur ces intermédiaires et bloquer leur conversion éventuelle future vers la forme pathogène. Donc on inhibera dans ce cas-là la transformation de la forme normale vers la forme pathogène. Tout comme l'exploration du cosmos, l'exploration du cerveau n'en est qu'à ses prémices. L'avenir, c'est la combinaison des différentes techniques d'imagerie pour tirer le meilleur de chacune d'entre elles et étudier toutes les caractéristiques du cerveau et toutes les facettes des maladies qui peuvent l'atteindre. Toutes ces techniques gagneront encore certainement en sensibilité et les applications médicales et fondamentales pourront ainsi se multiplier. Mais le cerveau cache encore d'innombrables mystères. Les mécanismes de la conscience, par exemple, restent à élucider, tout comme l'existence d'un code neural qui permettrait d'expliquer la précision de la réponse des neurones à une sollicitation.
Les chercheurs de l'INSERM n'ont donc pas fini de se creuser la cervelle pour comprendre le fonctionnement de ce merveilleux organe.